compliqué. Et puis alors vraiment, mais j'ai passé des nuits terribles à avoir des peurs, à devoir laisser la lumière, mais la lumière, on pouvait pas la laisser parce que mon papa, il comprenait pas pourquoi j'avais peur. Il me disait: «Mais les fantômes, ça n'existe pas». Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire: «Mais si, en fait, parce que j'en vois tous les jours». Mais c'était impossible. J'ai eu de plus en plus de scènes, terribles qui me venaient en vision, des prédictions mondiales, des défunts au pied de mon lit, la nuit ou le matin pour dialoguer avec eux et je ne savais plus comment gérer ça. J'entends des musiques de partout, ça me réveille la nuit. Je me dis: «Mais je vais finir chez les fous». Et au final, non, parce que en fait, j'avais l'impression que plus je luttais, pire c'était. Pour moi, un guide, c'est une énergie, donc ils sont asexués, c'est pas un homme, c'est pas une femme, il y a pas de prénom. Pourquoi en fait, les gens cherchent à avoir leur prénom, tu vois? Jusqu'au jour où j'ai entendu dans mon oreille: «Salut, c'est Lucas». Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Sandrine Diaz. Sandrine, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Si ça te va, j'aime bien rentrer directement dans le vif du sujet et peut-être te demander à quoi ressemblait ta vie avant ton ouverture spirituelle et avant ton ouverture à tes capacités extrasensorielles. Alors avant, j'étais comptable et du coup, bah, ma vie a ressemblé à n'importe qui, Un monde en assez fait, similaire, vraiment juste à côté. exactement. Pour autant, je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui me chatouillait, qui n'avait rien à voir avec, quelque chose de très, très ancré ici et pour le coup, bah, j'ai fait plus de 10 années en tant que comptable et puis au final, ça m'a rattrapée et j'ai commencé, à faire de la médiumnité en 2020 pendant le covid et à OK. partir de là, bah, je j'ai accepté mes capacités pour pouvoir, en faire mon métier. Aujourd'hui, maintenant, ça on va sur la 6e année. Et quand tu dis: «J'ai accepté», j'imagine que c'est parce que tu as eu déjà des signes avant-coureurs avant Oui, de te lancer, je veux bien que tu nous oui. replonges justement dans comment est-ce que ça a commencé pour toi? J'ai eu tellement de signes dans ma vie, mais tellement des flashs. Je pouvais être avec des amis, j'avais des flashs de vie, de leur vie, d'événements qui allaient se produire, mais je n'en parlais pas. Moi, tu sais, ça a été très tabou pour moi pendant très longtemps parce que, bah, forcément, c'était pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui est enfin, c'est un métier qui est très critiqué et que du coup, bah, moi, j'avais vraiment peur, de me retrouver, face au jugement des autres avec mon métier. J'ai une famille, très cartésienne, sur le sujet. Voilà, j'ai longtemps, hésité avant d'en parler. Il m'a fallu beaucoup d'années, mais ma vie, a été beaucoup bouleversée par les flashs, et l'apparition des défunts, dans ma vie, au quotidien. Quand est-ce que ça a commencé pour toi? Est-ce que ça a commencé, déjà très jeune, très tôt? Est-ce que tu aurais, une expérience que tu pourrais partager avec nous? OK, alors moi, ça a commencé vers aux alentours de 8 ans. Alors pour être très honnête avec toi, mes souvenirs, ils sont un peu biaisés. Tu vois, j'ai beaucoup de bribes de mon enfance parce que j'ai eu très, très peur, hein, quand je les ai vus au pied de mon lit. Mais effectivement, la toute première, c'était une femme et c'était, une dame, une femme âgée qui s'appelait Suzanne et elle vivait sur le côté de ma maison et c'est la première que j'ai vue au pied de mon lit parce que je savais qu'elle était décédée, en fait. Parce qu'elle est venue me voir pour me dire qu'elle était décédée. Par contre, c'était quelqu'un qui était très malade et je le savais. Elle était, dans une phase terminale de cancer et mais à l'époque, à aucun moment je me suis dit: «C'est un fantôme». Quand je l'ai vue au pied de mon lit, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Suzanne?» en fait. Mais quand je me suis rendu compte que c'était pas humain, c'était un peu halo. Tu sais, ça faisait un halo, elle était là, on voyait son visage et cetera. Je me suis levée et j'ai dit à mon père, «Je crois que Suzanne, elle est décédée» et quelques heures après, on a eu quelqu'un qui nous a tapé à la porte pour nous dire qu'elle était décédée dans la nuit. Donc en fait, ce jour-là, moi, elle était venue me prévenir qu'elle était partie, sauf que du haut de mes 8 ans, je comprenais pas tout, tu vois? Et quand tu l'as vue, comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que pour toi c'était normal? Est-ce qu'elle a essayé de communiquer avec toi? Concrètement, comment est-ce que ça s'est passé? Alors Est-ce que si tu en je as parlé remonte après à tes parents? Tu leur as dit: «Ah oui, je l'ai vue, pas du voilà tout, comment j'ai eu l'information». pas du Replonge-nous tout, dans cette j'en ai histoire. pas par j'en ai absolument pas parlé. C'est-à-dire que j'ai eu très peur, j'ai pris ma couette, tu vois? Quand je me suis rendu compte que c'était pas elle et que c'était comme un fantôme, en fait, vraiment qu'on peut on peut les imaginer, là, je me suis dit: «Il y a un vrai problème» et elle me disait au revoir, en fait, tout simplement et je la re-entends et je revois cette scène où elle me dit au revoir, mais vraiment, du haut de mes 8 ans, je ne comprenais pas ce qui se passait. Pour moi, elle était juste au pied de mon lit et je me suis dit: «Mais je dois rêver, c'est pas possible». Elle me dit au revoir, mais vraiment avec, un sourire en plus, vraiment quand je repense, je sais qu'elle était apaisée à ce moment-là, parce qu'elle souffrait plus. C'était pour moi, un souvenir hyper,
déstabilisant parce que maintenant du haut de mes 38 ans, je sais que c'était, une défunte, hein, et qu'elle Mmh. était venue pour me dire au revoir, qu'elle me disait, tout simplement, qu'elle m'aimait parce que, bah, j'étais très très gentille avec elle depuis que j'étais petite, donc je venais la voir, je lui faisais des câlins, c'était comme une grand-mère pour moi et au final, bah, c'était juste pour me dire au revoir et moi j'ai eu très, très peur et à partir de là, j'ai bloqué. Je me suis mis sous la couette et je me suis dit: «Mais comment c'est possible?» Puis à partir de là, vraiment, j'ai bloqué, par mes peurs et mais ça m'a pas empêché de continuer à les voir, en fait, par la suite, la nuit, surtout. Oui, c'est ça qui est intéressant, dans ce que tu partages, c'est il y a le côté peur, mais la peur vient pas forcément du fait que c'était des entités qui avaient des mauvaises intentions, elle vient surtout Non, de l'incompréhension du phénomène et oui, qu'une fois et qu'on arrive un peu plus tard avec une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, bah, en fait la peur, s'enlève. exactement. Mais à ce moment-là, du haut de mes 8 ans, je comprenais pas et c'est Ouais. surtout que les nuits qui ont suivi, je pense que ça a été le déclencheur. Les nuits qui ont suivi, j'avais beaucoup de ressentis comme s'il y avait des pas, tu sais, moi j'avais de la moquette à l'époque et j'avais l'impression qu'on marchait sur la moquette et qu'on venait vraiment se mettre du côté de mon oreille pour me dire: «Je suis là». Ça parlait pas forcément comme j'entends aujourd'hui, C'est mais l'équivalent ça me d'un faisait bonne nuit, d'un bonne nuit qui fait voilà. plaisir. C'est C'était vraiment bien. limite, je viens de border mais je suis pas vivant quoi, tu vois? OK. C'était très, très compliqué et puis alors vraiment, mais j'ai passé des nuits terribles à avoir des peurs, à devoir laisser la lumière, mais la lumière, on pouvait pas la laisser parce que mon papa il comprenait pas pourquoi j'avais peur. Il me dit: «Mais les fantômes ça existe pas». Mais moi j'avais qu'une envie, c'était de lui dire: «Mais si en fait!» parce que j'en vois tous les jours, mais c'était impossible. Et tu as essayé de lui dire justement ou même pas parce que tu savais Jamais, que OK. jamais. C'est quelqu'un de très cartésien et qui ne pour lui, ça n'existe pas. On est mort. Et du coup, tu as continué avec, du coup, cet aspect-là. Est-ce que ça a continué un peu en continu pendant, toute ta vie jusqu'au moment où tu as un peu réouvert, ces capacités? Ou est-ce que tu as réussi à les éteindre? Comment est-ce que tu l'as vécu entre l'âge de 8 ans du coup et l'âge de je sais pas quel âge jusqu'à ce que tu en aies vraiment fait ton métier? OK. Alors je pense que je les ai entendus jusqu'à l'âge de 16 ans et à partir de 16 ans, j'ai commencé vraiment à plus y prêter attention parce que j'avais ma vie d'ado, en fait et mais je savais qu'ils étaient là, mais c'était pas aussi fort que dans les débuts, jusqu'au jour où, aux alentours de mes 25 ans, je deviens mère et à partir du moment où je tombe enceinte de mon garçon, là, tout explose. Tout ressort, tout revient et je m'apprête à vivre, bien 2 ans, de c'est pas de la torture, mais c'est vraiment, j'étais pas d'accord avec le fait que ça revienne, parce que je venais de passer plusieurs années sans avoir, heu, des défunts qui viennent à mes au pied de mon lit, sans être, sans avoir ce ressenti, même si je savais que c'était toujours là, sans avoir l'impression qu'on vienne, m'observer, qu'on ait besoin de communiquer et là, sauf que, bah, sauf qu'à ce moment-là, quand je suis tombée enceinte, bah, ils ont commencé à revenir, j'ai eu de plus en plus de scènes, terribles qui me venaient en vision, des prédictions mondiales, des défunts au pied de mon lit, la nuit ou le matin, pour dialoguer avec eux et je ne savais plus comment gérer ça. Et quand tu y repenses aujourd'hui, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que la grossesse a été déclencheur? Est-ce Toujours qu'il y pas. a un côté physiologique? Est-ce que ou ça reste un Bah mystère? bah, ça reste un mystère, mais je pense que, toute femme, qui tombe enceinte, a un changement biologique. Donc je pense que soit ce sont, des failles, parce que moi je sais que j'ai énormément de failles qui sont liées à mon enfance et qui font qu'aujourd'hui j'ai ces capacités-là. Je pense que ces failles-là ont dû se réouvrir forcément parce que l'enfant que j'étais voyait les défunts, mais là c'était plus moi, mais c'était moi qui allais donner la vie. Donc je pense que toutes ces failles, qui étaient fermées et que j'avais un peu occultées se sont réouvertes au moment où je suis, tombée enceinte et à partir de là tout est revenu. Mais en même temps, je me dis: «Ça a été très difficile», mais je pense que si ça serait pas revenu, aujourd'hui j'en serais pas là, Mmh. tu vois? Et qu'est-ce qui t'a aidé justement dans l'intégration de ces capacités et peut-être dans, l'apprentissage de la gestion de ces capacités? Qu'est-ce qui Bah, a fait que déjà, tu es sorti de ce tunnel, au bout de 2 ans justement? bah, j'ai été aidée par, d'autres praticiens dans la médiumnité ou dans les soins énergétiques, qui ont essayé de tenter d'apaiser et que je puisse, contrôler de moi-même ce qui se passait. J'ai appris et j'apprends encore aujourd'hui, hein, à travailler, avec l'invisible. C'est pas toujours évident, mais ce qui m'a permis de sortir du tunnel, c'est de me faire confiance, en fait et de me dire que finalement, bah, c'était mon chemin.
même si j'avais décidé que ça l'était pas. Ma tête voulait pas, mais mon cœur voulait. Mais beaucoup de peur du jugement, peur de bah, tu sais, c'est quand même des sujets hypersensibles. On parle du deuil, on parle de prédiction aussi parce qu'au-delà de parler avec les défunts, je prédis aussi, les événements de vie. Je me dis: «Mais on ne sait jamais, si je suis dans l'erreur, je peux faire du mal à quelqu'un». Moi, c'était mon but, c'est pas de faire du mal dans ma pratique. Donc du coup, il a fallu vraiment du temps pour que je me fasse confiance, en fait. Est-ce que tu crois que d'une certaine manière, une grosse partie de la souffrance vient peut-être de la résistance et que au plus on est dans la résistance à ce qui est, au plus on va souffrir et à l'inverse, au plus, on accepte rapidement, ce qui nous arrive, au plus cette période sera courte? Bah, clairement, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si quelqu'un, traverse, des moments très difficiles, peu importe, que ça soit dans le travail ou même dans mon métier, hein, ou peu importe, oui, alors plus on va résister aux problèmes, pire ça va être difficile. Parce que moi, je me vois encore, dire à mon mari: «Mais je vais jamais y arriver». C'est-à-dire que ça me parle en permanence dans la tête, j'entends des musiques de partout, ça me réveille la nuit. Je me dis: «Mais je vais finir chez les fous», vraiment. Et au final, non, parce que en fait, j'avais l'impression que plus je luttais, pire c'était. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Plus on lutte contre quelque chose, pire c'est. Donc non, il faut lâcher prise et se dire: «OK, j'accepte, peu importe le sujet. J'accepte et on verra ce que ça donne». Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et ça a été la meilleure décision de ma vie, je pense. Mais justement, tu parlais de son mari, comment est-ce que lui a réagi? Déjà, est-ce que tu lui en avais parlé avant, cet épisode de grossesse? Est-ce qu'il savait déjà cette partie de ta vie-là? Et comment est-ce qu'il a réagi quand justement les choses se sont accélérées? Et le seul qui a cru en moi. Et c'est le seul qui m'a cru. C'est-à-dire que quand je lui ai parlé de ces capacités-là que j'avais depuis toute jeune, mais que c'était là, mais que c'était pas du tout ressorti puisque, on a été ensemble avant que je sois enceinte, bien sûr. Donc du coup, il connaissait un peu, tout ce que je traversais et j'avais de temps en temps des ressentis. Donc c'était le premier à me dire: «Mais vas-y, écoute ce qu'on te dit, peut-être qu'il y a un message à passer». Donc il m'a poussé un peu à être, à me réouvrir à mes capacités, mais moi j'étais pas prête à ce moment-là. Et ça a mis du temps pour lui à comprendre pourquoi je ne voulais pas. Parce que lui, il disait: «Mais c'est incroyable, d'avoir, cette capacité-là, ça te permet d'aider les autres, en fait». Mais moi, j'avais toutes mes peurs qui me bloquaient. Donc à partir de là, même s'il me disait ça, c'était pas possible. Mais lui, il a vu en moi, une aide pour les autres et il a dit: «Mais vraiment, je pense que, tu devrais t'écouter». Jusqu'au jour où, bah, j'ai fini par m'écouter et un matin, ça s'est fait, hein. Un matin, ça s'est fait, j'ai été voir mon mari, je lui ai dit: «Ça y est, c'est le jour J». C'est aujourd'hui que je me lance et c'est aujourd'hui que je vais commencer vraiment à être, à travailler pour eux. Moi, je dis que je travaille pour eux, hein, de l'autre côté. C'est mes Mmh. patrons. Ça a été vraiment pour moi un déclic du jour au lendemain. Ouais, peut-être curieux d'avoir ta perspective là-dessus, mais je crois qu'une des choses qui peut aider quand on est un peu dans ce point charnière, c'est, de dérisquer cette étape. On a l'impression qu'on doit prendre un grand pas hyper important, alors qu'en fait, on peut, transformer ça en plusieurs bébés pas qui vont Et oui, petit à petit nous apprendre que, OK, ben, en fait, c'est safe d'explorer cette direction-là. C'est pas obligé de devenir ma carrière. Je peux juste, tester, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas et puis adapter et je peux toujours revenir en arrière. et oui, c'est surtout ça parce que moi, à l'époque, bah, je travaillais en tant que comptable et au final, j'ai pris la décision, au bout d'1 mois ou 2 de travail en tant que médium, de laisser un CDI qui pour moi était juste une sécurité, moi je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité pour tout et je me suis dit: «Mais si je lâche ça et que ça fonctionne pas, ça va être compliqué». Mais petit à petit, je me suis fait confiance, petit à petit, j'ai eu mes clients, petit à petit, bah, j'en ai fait mon métier et aujourd'hui, ça fait 6 ans. Petit pas par petit pas, je suis d'accord avec toi. Tu as parlé d'un trauma et tu as mentionné assez rapidement que tu penses qu'il y a un lien entre le trauma que tu aurais eu et l'ouverture et l'arrivée de ces capacités. Je vais pas te demander non plus de refaire toute ta vie, mais je suis intrigué par ce lien entre trauma et ouverture parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ah OK, Curieux de voir comment est-ce que toi tu comprends, cet élément-là? OK. Alors c'est quelque chose qu'effectivement je n'évoque pas trop. Peu importe, on peut voir des interviews de moi ou autre et je n'évoque pas cette partie de ma vie parce qu'elle est encore, difficile à accepter. Mais, pour te donner, globalement, j'ai vécu dans beaucoup de violences, beaucoup, beaucoup. Et ce qui a ouvert des failles chez moi, des traumatismes en fait, hein, tout simplement. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu le dis toi-même, beaucoup de personnes, qui ont ces facultés, comme je peux avoir, sortent de beaucoup de traumatismes dans leur enfance en général ou en lien avec la famille. Bah, moi, c'est mon cas, en fait. Et pourquoi est-ce que tu crois que ça aide? C'est Parce que différent et c ouais.
Je pense qu'il y a une grande sensibilité derrière tout ça, après. Je dis pas que quelqu'un qui vit pas des traumas va pas être sensible, mais je pense que, ça crée quelque chose en plus. Il y a des vraies failles qui s'ouvrent, je pense, après c'est ce que j'ai exploré pour moi. J'en ai pas la certitude parce que j'ai pas la parole divine, et même pour avoir vu tellement de personnes avoir des capacités intérieures qui pour eux ils ont même pas ils se rendent même pas compte qu'ils peuvent avoir ces capacités-là, sont liées à des failles de leur enfance. Beaucoup de personnes ont des intuitions très, très fortes qui sont liées à des failles. Il y aura des médiums qui sont nés avec, parce que c'est familial. D'autres, c'est traumatique ou d'autres, c'est par rapport aux EMI, par exemple, ceux qui partent de l'autre côté et qui reviennent avec des capacités. Enfin, pour moi, ce sont les 3 que j'explore le plus, en tout cas. Mais en tout cas, les miennes, elles sont pas de famille. Elles sont liées, à des traumatismes. OK. Tu as parlé du fait que, que tu avais d'autres médiums qui t'ont pas mal aidé à tes débuts. Je serais curieux, si tu aurais un point, d'apprentissage que tu pourrais nous partager aujourd'hui. Quel est un des éléments qu'on t'a enseigné au tout début qui t'a vraiment aidé à peut-être mieux maîtriser tes compétences et à mieux les vivre au quotidien? À m'écouter, vraiment. Je pense que c'est le point de base, c'est-à-dire que si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Si c'est pas le moment pour un défunt de venir échanger avec toi, bah, tu dis non. Hem, Vraiment, je pense que chaque personne vit, les choses à sa manière et peu importe le médium aussi, qui aurait des facultés comme les miennes. Mais le principal, c'est de s'écouter et de se faire confiance et c'est le plus difficile aujourd'hui de se faire confiance, tu vois? Parce que, c'est, le point noir de tout le monde, la confiance et c'est vraiment ce qui me manquait à l'époque et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont aidé à me faire confiance, à écouter, à exercer aussi, à tenter d'écouter le défunt, de quelle manière je pouvais, percevoir, comment je pouvais ressentir. Est-ce que c'était de la clairaudience? Parce qu'au début, bah, je savais pas pourquoi j'entendais, ça s'appelait de la clairaudience, tu vois? Il y a plusieurs termes. Moi, j'ai commencé beaucoup avec l'odeur. Je sentais beaucoup les odeurs des défunts, mais vraiment, genre, je pouvais être dans une pièce, ça sentait le dentifrice à plein nez et alors que j'étais dans ma pièce de travail, quoi. Il y avait aucune raison et j'avais des défunts qui se lavaient les dents en permanence, enfin, mais tu vois? Ça a commencé comme ça et les médiums m'ont dit: ben ça, c'est, la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance», enfin, tu vois? Il y a plein de, il y a plein de facultés qui sont là et il y a aussi l'évolution des facultés parce que un jour j'entendais, un jour j'avais des flashs comme des souvenirs, je dis: «Mais pourquoi ça bouge?» Alors il m'expliquait que, en fait, la médiumnité est quelque chose qui est toujours en évolution donc aujourd'hui tu les entends pas mais demain tu peux les entendre. Donc en fait, il faut s'écouter et le travail aussi, le travail qu'on donne à ses perceptions, en fait. Mmh. Moi plus et en fait, si j'aurais arrêté du jour au lendemain, bah, j'aurais jamais pu en faire mon travail parce que ça n'aurait jamais évolué comme aujourd'hui. Et puis je pense que j'ai pas eu le choix, hein. Je pense qu'ils voulaient absolument que je fasse sur ce chemin-là. Donc ils ont décidé de l'autre côté et puis c'est comme ça que j'y ai été, hein. Mmh. Tu parles d'un travail comme si c'était un peu un muscle qu'on travaillait. Je serais curieux d'avoir ta perception sur est-ce que tu penses que n'importe qui peut, développer ce genre de compétences? Ou est-ce que, c'est effectivement un don que certains ont et que d'autres n'ont pas? Je pense pas. Je pense qu'on est tous dotés d'intuition et qu'il suffit de la travailler, comme tu dis, comme un muscle pour pouvoir, s'en servir. Maintenant, je te dis pas que tout le monde dans cette vie-là pourront être médium du jour au lendemain, mais ça va dépendre aussi beaucoup des blocages des personnes. Si tu as très, très peur, il y a des personnes, on ne peut pas leur parler des morts, ils ont très, très peur des fantômes. Ils pourraient avoir des perceptions comme les miennes, ils bloqueraient tout par la peur. Mais oui, pour moi, on peut la travailler, on peut l'affiner, c'est vraiment quelque chose, qui se travaille pour moi, comme un muscle. Et est-ce que tu aurais un exemple de petit exercice que les gens, qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui se disent: «Ah bah tiens, je voudrais bien tenter de communiquer avec, tonton, tonton Jacques». Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Moi, je pense que si, on voudrait tenter de rentrer en communication avec son propre défunt, bon déjà il faut le faire en conscience, il faut pas faire n'importe quoi. On rentre pas avec, tonton Michel, en communication pour jouer. On le fait vraiment, déjà quand on le fait avec le cœur, parce qu'il faut tout faire avec le cœur, hein, moi je pense. Mais, si je pourrais donner un exercice, ça serait surtout le soir dans les rêves. Tu sais, au moment où tu vas pour t'endormir, c'est là où les barrières du conscient, elles se baissent. Les rêves sont un meilleur, pour moi, le meilleur moyen de communiquer avec, son défunt. En tout cas, eux, les défunts viennent communiquer avec nous dans nos rêves parce que nos barrières de peur ou de «j'y crois pas», tout se baisse à ce moment-là.
et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des songes et ils viennent dans nos rêves, et nous donner, des messages. Mais, je pense que si je te donne un exercice, heu, on prend 5 minutes pour penser à tonton Michel avant de s'endormir. On lui demande de venir nous faire, ne serait-ce qu'un coucou ou juste un mot, une sensation dans notre rêve et puis on s'endort et on attend de voir. De toute façon, il y a pas on peut pas maîtriser ça. Ça va dépendre aussi de l'énergie du défunt, ça va dépendre aussi, à la personne qui va faire la demande de s'il y croit ou s'il y croit pas, tu vois? S'il est persuadé qu'il va avoir un message à un moment donné, ça se manifeste, tu vois? Si tous les soirs il demande à tonton Michel de venir lui donner un signe dans son rêve, il finira par l'avoir et ça j'en suis sûre. Et est-ce qu'il y a pas une partie du coup, enfin je mets ma casquette de rationnel parce que je sais qu'il y en Bien a, sûr, dans le il public. faut. Comment est-ce qu'on sait faire la part entre ce qui fait partie de l'imaginaire et ce qui est, une information réellement perçue? Alors, la différence que vous allez avoir entre le rêve, et le songe, c'est que dans ton rêve lambda avec, tonton Michel, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller faire tes courses avec lui, vous allez discuter. Là, on est sur ton conscient, ta mémoire de souvenir. Un songe, ton défunt, il va venir subtilement, c'est-à-dire qu'il va venir soit te donner un mot, une émotion, un sourire, un regard. Des fois, il parle juste pas, il se montre juste, il te prend dans ses bras. Ça dure quelques secondes. C'est tellement rapide que quand tu te réveilles, ça t'émerge au niveau émotionnel déjà. C'est pas la même chose que quand tu te réveilles d'un rêve et puis tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles tellement fort que tu sais que là, on est sur un songe. On n'est pas sur des grandes conversations avec des défunts pendant le songe. On est vraiment sur une émotion, un sourire comme je t'ai dit, juste un mot, un «je t'aime» ou ça va pas». On n'a pas des grandes conversations, on n'a pas des grands moments. C'est vraiment très intense et on s'en rappelle très, très fort quand on se réveille. Elle est là la différence. Quelle est ta compréhension aujourd'hui de ce qui se passe quand tu te connectes à un défunt? À quoi est-ce que tu te connectes? Comment ça se passe? Et peut-être dans un second temps, on va revenir à la question un peu plus grande de qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Mais pour commencer, comment est-ce que toi tu le vis et quelle est ta compréhension de ce à quoi que tu te connectes aujourd'hui? Alors moi, je sais que je me connecte à une âme, hein. Enfin, dans ce qu'on me fait ressentir. Maintenant, te dire, si je me connecte à autre chose, ça va être difficile pour moi parce que c'est tellement devenu routinier que je prête plus attention à ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que si j'ai un défunt qui vient, je sais que c'est l'âme d'un défunt, qui a été terrestre avec nous et je me connecte à eux, en fait, pour, savoir un peu plus de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et la manière dont tu le perçois, est-ce que tu le perçois comme, si c'était un individu qui arrive, parce que pour donner un petit peu de contexte par rapport à la question, une des idées avec laquelle j'ai toujours eu un peu du mal avec, la médiumnité, c'est, l'idée de se dire que on est des humains, on décède et puis on garde, un peu ce personnage qu'on a quand on passe de l'autre côté et on attend en stand-by dans une salle d'attente jusqu'au moment où quelqu'un nous pose une question. On est en mode: «Ah, tu as une question? OK, je vais te donner un petit indice». Je me suis toujours dit: «C'est peut-être une manière très, humaine et 3D de voir comment Mais ça se oui. passe de l'autre côté». Bah, c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est ce qui nous retranscrit de l'autre côté. En fait, clairement, ils nous disent ici, enfin, en tout cas, les guides, et ceux à qui on peut se connecter, puisque moi, je me connecte pas qu'aux défunts, j'ai aussi mes propres guides à moi qui me donnent des informations. Je sais que quand, je pose des questions sur le côté, terrestre, ils nous disent: «Bah, nous, on n'est que des enveloppes physiques. Dedans, il y a une âme qui a eu plusieurs vies ou pas, qui a un parcours de vie, des épreuves à vivre ici sur terre et puis quand on décède, c'est la mort, mais ce n'est pas la mort, en fait, c'est un passage. Il y a une sorte d'autre vie. Pour moi, c'est une autre vie de l'autre côté, hein. C'est une vie parallèle et forcément, l'âme va se rappeler, en fait, de sa vie terrestre et le but de savoir qu'ils sont toujours avec nous, c'est de nous donner des détails sur leur vie terrestre. Je sais que l'âme, elle est hyper importante de l'autre côté et comme tu disais, c'est drôle parce qu'il m'est arrivé de voir des âmes dans des salles d'attente. Moi, j'appelle ça l'hôpital de l'âme. C'est-à-dire que, hem, il m'est arrivé de me connecter à des âmes qui n'étaient pas encore prêtes à dialoguer avec, les personnes qui sont encore ici avec nous. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a eu un accident très, très grave, il a besoin un peu son âme a besoin d'aller se reposer un peu comme dans un hôpital des âmes, j'appelle ça, pour pouvoir, revenir ensuite et dialoguer, tu vois? C'est un peu ça. Mentionner la distinction entre âme et individu. Pour toi, quand tu te connectes du coup à l'âme et pas à l'individu, mais du coup l'âme est peut-être plus que juste l'individu, et que ce qui va te projeter et t'envoyer comme information, ça va correspondre à l'information qui correspond à la vie que la personne a eue
qui va parler à la personne que tu as en face de toi. Mais peut-être que ce à quoi tu te connectes, c'est beaucoup plus vaste que juste, Oui, ah ton oui, Jacques, oui, en fait. exactement. Moi, je me connecte pas à un corps physique parce qu'il n'existe plus. Je me connecte vraiment à une énergie, si tu préfères, à une âme, une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus immense et qui va rejoindre, tata, tata Amandine, tata, Jean-Michel, enfin, tu vois? C'est vraiment, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. C'est pas du tout les mêmes énergies qu'on a ici terrestres en plus, hein. J'ai vraiment l'impression que tu tournes un bouton et c'est une autre fréquence dans laquelle on se connecte, tu vois? Tu as mentionné, tes guides. C'est un concept que je trouve assez intriguant, intéressant et dont on a encore relativement peu parlé sur la chaîne. Je serais curieux d'en apprendre plus sur, qui sont tes guides? Est-ce que tout le monde en a? Et enfin voilà, on va commencer par ça, c'est déjà pas mal. OK. Alors oui, on est tous guidés, on n'est jamais et jamais seul. Par exemple, toi, tu as plusieurs personnes derrière toi, en tant que guide ou même défunt. Tu vois ce que je veux dire? N'importe qui qu'on va croiser, enfin moi je parle en tant que médium, je croise quelqu'un, je vois qu'il est accompagné en permanence. On a, des guides avec qui on détermine les grandes lignes de notre vie terrestre, tu vois? C'est avec eux qu'on va dire: «Bah voilà, il va m'arriver ça, ça, ça sur mon chemin». C'est avec eux qu'on est, tu vois? Ah bah, enfin, ils sont invisibles, donc forcément, toi, tu te dis: «Mais pourquoi elle me parle de guides?» Donc et on les entend pas, on les voit pas. Mais pourtant, quand nous, en tant que médium, on se connecte à vous, c'est eux qui nous donnent les informations sur votre avenir, tu vois? Et pourquoi Donc est-ce qu'ils ap sont aussi discrets? S'ils sont là pour nous donner un coup de main, moi, je parce que pense c'est pas vrai qu'ils que soient j'imagine discrets. la vie peut être compliquée pour beaucoup de gens. Mmh. Je crois qu'on pourrait tous, bénéficier Même pour d'un nous, petit hein. coup de main pour nous aider au quotidien. Pourquoi est-ce qu'ils se manifestent pas de manière un peu plus, claire? Alors déjà, est-ce que tu les sollicites? Voilà. Déjà pour pouvoir avoir une aide de leur part, même si on n'a pas besoin de les solliciter. Moi je dis, ils savent très bien et puis ils nous laissent vivre aussi nos épreuves. Ils peuvent pas faire des choix pour nous, les guides, hein. Mais par contre, on peut les solliciter. Il faut les solliciter si on a besoin d'aide. Vraiment leur dire: «Bah, voilà, là, je traverse vraiment quelque chose de difficile, montre-moi un signe que tu es bien à mes côtés». Même quelque chose de pas commun pour montrer qu'ils sont là et ils le font en plus, hein. Mais il faut les solliciter. Il y en a qui ne les sollicitent jamais. Donc c'est pas pour autant qu'ils ne les aideront pas, parce qu'ils sont là. Mais parfois, ils attendent qu'on les sollicite aussi. Et pourquoi l'aspect libre arbitre est aussi important justement dans cette Justement, expérience, parce que tu dois humaine? faire tes choix de vie, en fait. On peut pas Personne peut prendre de décision à notre place, même pas les guides et même pas les défunts, en fait. Nos choix, ils sont faits par ce que nous on fait et c'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant que médium, c'est parfois difficile parce que on va voir des choses sur votre vie et le libre arbitre peut jouer dans ce qu'on voit, tu vois? Donc forcément, si je te dis, tu vas à droite, tu rencontres un homme avec qui tu vas rester 20 ans, mais si tu restes chez toi, sur ton canapé, tu ne le rencontrerais pas, bah et là vient jouer le libre arbitre. Si tu restes chez toi, bah, tu décides toi, tu prends la décision de rester chez toi. Donc la personne que je vois avec qui tu peux rester 20 ans, bah, tu ne la rencontreras pas. C'est ça le libre arbitre et personne, ne doit influencer le libre arbitre de personne, ni un guide, ni un médium, ni personne, tu vois? Est-ce que la raison pour laquelle c'est aussi important, c'est parce que justement on est là, parce qu'on a décidé d'apprendre des choses qu'on voulait apprendre et qu'on vit cette expérience pour apprendre ce qu'on voulait apprendre et que si, on n'avait pas ce libre arbitre-là, on pourrait pas bénéficier de l'expérience d'apprentissage? Tu as tout compris. C'est exactement ça, en OK. fait. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué à entendre parce que c'est vrai qu'il y a des expériences qui sont vraiment pas Oui. faciles, Oh oui, et qui se disent: oh oui. «Ah non, si je pouvais moi j'aurais choisi une expérience plus simple à vivre». Bah, moi la première, hein, et pourtant, je peux te dire que parfois j'ai posé des questions en me disant: «Mais pourquoi il y a certaines personnes qui vivent des trucs, mais terribles, hein, des histoires terribles?» Et je me dis: «Mais pourquoi on choisit ce type de vie?» C'est des expériences d'âme. Ils décident ils décident de vivre ça et ça, même moi, il y a des fois, je ne le comprends pas. Pour revenir sur tes guides, je serais curieux d'en apprendre un petit peu plus. C'est quand la première fois que tu es entré en contact avec eux et que tu as compris qu'effectivement c'était tes guides et qu'ils sont présentés comme tels? Comment tu as appris à leur faire confiance et comment ta relation avec eux a évolué au travers du temps? Bah, déjà, ma relation, elle a beaucoup évolué avec eux parce qu'au début, j'étais persuadée, tu vois, comme quoi, ça veut rien dire, même si la médiumnité évolue, j'étais persuadée qu'ils avaient pas de prénom. Pour moi, un guide, c'est une énergie et ils sont asexués, il y a pas c'est pas un homme, c'est pas une femme, il y a pas de prénom. Pourquoi en fait, les gens cherchent à avoir leur prénom, tu vois?
Jusqu'au jour où j'ai entendu dans mon oreille: «Salut, c'est Lucas». Et là, j'ai OK, elle fait: a besoin de «Là, c'est qui?» J'ai dit: «J'ai pas compris». «Bah, c'est moi, je te guide, c'est Lucas». Et là, j'ai fait: «Oh non, attends, tu as un prénom? Je comprends pas». Tu vois? Et en fait, beh, il me dit: «Beh, bien sûr, on a tous des prénoms. C'est juste que toi, tu voulais pas l'entendre. Alors on t'a laissé avec ça». Tu vois? Tu vois? C'est pour ça que je te dis, ils influencent en rien. C'était à moi de le comprendre que finalement, ils avaient des prénoms. Tu vois? Et la première fois que je me suis connectée à eux, c'est quand ils m'ont pas fait dormir de la nuit et que j'ai décidé le lendemain de me lancer, en fait. Et qui m'ont dit: «C'est le moment, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lances, ton mari, il avait raison, ça fait des années qu'il te le dit, tu as besoin d'aider les autres, tu es messagère, il faut l'accepter». Et c'était eux qui me parlaient, mais j'avais pas de prénom, j'avais rien. Je les entendais juste dans mon oreille et toute la nuit, je n'avais pas dormi, je m'en rappelle encore. Et le lendemain, je me suis lancée. Je me suis fait confiance, en fait. Et maintenant, je sais que je suis accompagnée de Lucas. Il y a aussi une autre, énergie à côté, mais je n'ai pas capté son prénom, en fait. Mais je sais que j'en ai plusieurs. et quelle est ta compréhension de qui est ou ce qu'est Lucas aujourd'hui? Une autre question que je me pose, c'est qui est reliée à celle-ci, c'est quoi leur nature? Est-ce que au final, c'est des âmes comme nous et c'est juste que cette fois-ci, on a décidé de nous incarner et qu'eux allaient être l'équipe de support et que dans d'autres vies, ben en fait, peut-être qu'eux s'incarnent et nous, on est l'équipe support? C'est Comment est-ce que exactement ça ça. ou est-ce que c'est des êtres un petit peu différents d'une autre nature qui ont un rôle qui est d'aider d'autres âmes d'un autre type qui s'incarnent? C'est drôle l'histoire du support. C'est un peu le SAV de mon oreille, hein, parce que moi je les entends, hein. C'est vraiment comme ça. Alors je ne sais pas s'ils ont déjà été incarnés dans la matière, mais je pense que oui, à plusieurs reprises. Et pour moi, Lucas, il m'expliquait qu'il avait eu plusieurs vies de guerrier, tu vois? Il me dit: «OK, bon». Et c'est OK, mais que pour l'instant, il avait décidé de plus s'incarner ici dans la matière, donc il m'accompagne, à enfin il m'accompagne, à répondre, aux personnes, qui viendraient, me consulter, en fait. Mais je ne sais absolument pas si moi, j'ai déjà été, comme tu dis, le support, pour l'aiguiller lui quand il était terrestre. J'en ai aucune idée, aucune. Je sais juste que jusqu'à maintenant, je ne savais pas leur prénom, je ne savais pas qui me guidait. Je savais juste que j'entendais et que je voyais les défunts et que j'entendais des phrases, des prédictions, plein, plein de choses, sans comprendre d'où réellement ça venait. Mais maintenant, je sais que c'est des âmes comme nous. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est une âme qui me guide. Ce que tu viens d'écouter te parle, j'avais envie qu'il t'accompagne au-delà de cet épisode. C'est pourquoi j'ai créé ce que j'appelle des cartes vibratoires. Donc c'est des œuvres que j'ai réalisées avec un mot et une intention à l'arrière, que tu poses chez toi, dans ton salon, dans ton frigo, enfin sur ton frigo, et qui te rappellent au quotidien une vibration ou un état d'être que tu as envie d'incarner. Chaque mois, j'en envoie gratuitement à 100 d'entre vous. C'est ma manière de vous remercier de faire partie de cette communauté qui continue de grandir. C'est vraiment magnifique. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. On reprend. Tu as mentionné, médiumnité, tu as parlé un petit peu de voyance sans dire le mot voyance qui, pour beaucoup est un gros mot, mais tu parles de voyance. Comment est-ce que toi tu comprends la distinction entre les 2 et comment est-ce que tu vois ou allez, le lien entre ces 2 aspects? Est-ce que c'est deux phases d'une même pièce ou est-ce que c'est 2 catégories complètement différentes dans les OK. capacités? Alors, il y a le médium. Donc le médium, c'est le milieu, tu vois? C'est le pied entre ici et de l'autre côté. Le médium, il peut voir le passé, le présent et l'avenir. Mais il a cette, faculté de pouvoir communiquer avec les morts, en fait. Elle est là la différence avec la voyance. Parce que n'importe quelle personne qui veut faire de la voyance utilise un support, un jeu de cartes, un pendule, peu importe, et peut donner des prédictions. Mais il n'aura pas accès aux morts. Enfin, pour mes perceptions. Alors que moi, j'ai les 2, tu vois? J'ai cette, possibilité de pouvoir prédire l'avenir et de pouvoir dialoguer avec l'invisible. Alors que le voyant, non, tu vois? Elle est là Et la différence. Et pour toi, c'est des phénomènes vraiment complètement différents? J'essaye de mieux comprendre comment est-ce que ça se passe dans ta tête quand tu dis: «OK, je veux, capter, le futur, je veux me connecter». Est-ce que ça se fait un peu tout seul? Est-ce que Ça se fait tout seul. tu as parlé de Je la radio et d'un signal différent que tu capterais? Yes. Est-ce que Parce c'est qu'en juste fait, toi qui joues avec le bouton en mode, «Voilà ce que je veux capter»? Comment est-ce que ça se passe? ouais, c'est un peu un bouton que j'actionne, mais c'est vrai que la fréquence défunt, c'est pas la même que, que quand j'écoute mon guide, tu vois? Par rapport aux prédictions. Je pense que ce sont 2 fréquences différentes, mais c'est tellement automatique pour moi que j'ai l'impression que les 2 se mêlent. Mais je sais très bien que quand, je parle avec un défunt, qui vient me voir, on est sur une fréquence complètement vibratoire, pour moi, beaucoup plus haute
que quand je dialogue avec mon guide, qui va transmettre les informations de ton guide au mien, pour que je puisse transmettre, à la personne qui me consulte. Mais c'est sûr que le défunt, lui, va baisser sa fréquence et moi la monter pour que je puisse, échanger et dialoguer avec lui et transmettre les informations. Mais c'est sûr que, c'est un bouton pour moi, c'est un bouton qu'on tourne. Si quelqu'un, il devrait comprendre ça, parce que moi, c'est tellement devenu un automatisme que je ne sais même plus si j'appuie sur le bouton ou pas. Dès que je me connecte, j'entends, j'y vais, quoi. Et même quand je suis en consultation, il m'arrive que pendant que je fais des prédictions, parce que je fais je fais pas tous les jours des contacts défunts, enfin si, beaucoup, mais je fais aussi des prédictions, tu vois? Donc je fais des consultations seulement de voyance et pendant la consultation de voyance, je peux me retrouver à dire: «Ah, Micheline, elle est là, derrière vous». Alors que et pourtant je suis pas connectée au canal, de la voyance, si tu préfères. Mmh. Donc T voilà. ce que c'est hyper intéressant. Ce que tu as mentionné qui m'a intrigué, c'est que tu dis quand tu vois enfin, il y a quand tu captes et que tu vois, des choses dans le futur, par exemple, j'imagine qu'il y a peut-être 2 ou ce que je comprends, c'est qu'il y a 2 manières. C'est la première, c'est toi qui captes et qui vois, qui a des visions du futur et puis la deuxième manière qui, j'ai l'impression, est la tienne, qui est, c'est ton guide qui capte et qui te retranscrit ce que lui voit et du coup, toi, tu as pas accès à la vision directe, mais par contre, tu as accès, rapproché à ce que ton guide voit et ça revient peut-être au même, mais c'est une Oui. subtilité, que je trouve assez intrigante. Ah bah, c'est vrai que lui et moi, on fait qu'un, hein, avec, mon guide. Mais par moment, selon comment je vais demander et comment va être le guide en face, bah, soit je vais avoir des flashs du futur, comme tu dis, ou soit des fois, par exemple, Lucas peut, me dire, bah, voilà, son père, il s'appelle comme ça, son défunt qui est derrière lui, il s'appelle comme ça, mais les informations, ça peut venir soit de lui, soit vraiment de flash, vraiment comme un souvenir. Tu sais quand tu vas pour t'endormir, des fois tu peux faire, je sais pas comment expliquer, c'est un souvenir. Quand tu fermes tes yeux et que tu te remémores un souvenir, bah, c'est ça les flashs en fait, tu vois? Mais ça va vraiment dépendre du guide en face, heu, enfin le client il a ses guides et selon ce que lui va me dire et la manière dont il va, m'envoyer les informations, soit il me les envoie en flash, soit il parle à mon guide et mon guide me le dit à l'oreille. Je les entends, en fait. À quel point est-ce que tu peux choisir l'information auquel tu accèdes ou, c'est vraiment eux qui vont dire, «Bah, voilà ce dont il a besoin maintenant, je t'envoie ça, répète-lui». Exactement, c'est OK. exactement ça, je ne Parce que je crois choisis que c'est une rien. des craintes que beaucoup de gens ont. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques et qui y croient juste Bien pas sûr, et bien sûr. puis quand il y a des sceptiques qui commencent à s'ouvrir à l'idée que, OK, peut-être que c'est possible, on tombe vite dans la peur de se dire: «Non mais du coup, ces personnes peuvent avoir accès à tout». Genre, impossible de lui garder de lui tenir des secrets. Bah, alors ça m'est déjà arrivé d'avoir des difficultés de pouvoir voir sur quelqu'un, bien sûr. Les gens qui sont très, 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 très fermés, de toute façon déjà les gens qui sont très fermés ne consultent pas, pour commencer. Et puis, ça arrive de ne pas voir aussi. Tout bon médium, te dira, bah, j'ai il y a quel des fois j'arrive pas, ça ne vient pas. On n'est pas le bon médium pour rentrer en contact ou avec un défunt ou faire de la voyance. Heu et puis ça c'est honnête, il faut l'être, si tu vois pas sur quelqu'un, bah, il faut le dire. Et je pense, tu parlais des peurs. Je pense que la peur première, c'est de dire, «On va me prendre pour un fou». Parce que là, je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, «Non mais elle a fumé quoi?» Tu vois? Elle a un guide qui s'appelle Lucas et cetera. Mais vraiment, c'était aussi pour ça que je voulais rien entendre et rien voir. Je me suis dit: «Mais on va me prendre pour une tarée». Tu vois? Et pas du tout. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul avec ça. Et est-ce que justement dans ta vie, tu t'es déjà posé la question de: «OK, est-ce que je suis complètement, stable et saine?» et est-ce que tu t'es déjà remise en question à ce niveau-là? Ou pour toi, c'était juste ta réalité et que tu avais l'impression de bien fonctionner dans le quotidien et que du coup, la question s'est pas vraiment posée? Ah bah, je me pose même pas la question de savoir si je suis saine ou pas, parce que pour moi, je le suis. Je sais ce que j'apporte aujourd'hui, je sais, ce que je transmets aussi et je sais à quel point j'ai pu aider maintenant depuis de nombreuses années donc pour moi, c'est ça ce que je fais. Effectivement, on a aujourd'hui, des personnes qui surfent un peu sur la peine des autres et c'est malheureux, c'est un peu d'ailleurs, ce qui enfonce notre métier, mais quand on le fait avec le cœur, avec bienveillance, aujourd'hui, je me trouve assez saine. J'ai un cadre de vie, des enfants, un mari, j'ai aucun problème, de ce côté-là et puis je sais qu'aujourd'hui je suis pas folle et que, bah, mes capacités sont là et je me pose même plus la question, savoir si je suis légitime ou pas, enfin vraiment toutes ces questions que j'ai pu me poser pendant longtemps, tu vois? Non, non, aujourd'hui c'est OK. Tu as mentionné ton père et le scepticisme de ton père.
J'imagine qu'il y avait pas que lui, que tu en avais d'autres autour de toi. Je serais curieux d'en apprendre plus sur comment est-ce que ça s'est passé quand tu as fait justement ton coming out, spirituel et que tu as Coming dit: out. «Écoutez, beh, voilà, je je perçois les esprits». Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles ont été les difficultés? Ça s'est pas passé comme ça parce qu'en fait, le coming out, ça a été TF1. En fait, j'ai fait une émission Faire sur dans la TF1, subtilité, de manière voilà, faire les j'ai choses rien petit à dit. petit, c'est très bien. J'ai dit: Ah «Vous donc me tu as rien suivrez dit du tout? sur 7 à 8, sur TF1 tel jour». Alors, faut savoir que mon père, je lui parle plus. Donc, du coup, quand, même TF1, est sorti, bah, du coup, lui, il a découvert, il l'a vu parce que je le sais que j'ai eu des échos qu'il l'a vu, mais à aucun moment de moi-même, j'ai été lui dire: «Bah, voilà papa, je suis sur TF1, je suis médium». Absolument pas. Mais par contre, il y a eu le côté, de ma maman, de mes tantes et cetera, où je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'elles vont penser?» Tu vois? Et en fait, pas du tout parce qu'elles-mêmes ont vécu aussi des choses, paranormales pendant très longtemps, mais elles en ont très, très peur. Mais elle s'est dit: «Mais dans quoi elles s'embarquent?» Voilà. Mais au final, maintenant avec le temps, elles savent. Elles savent, elles sont OK avec ça. Bon, ma mère de temps en temps, elle va encore me dire: «Tu es sûre quand même que tu entends tout ça?» C'est drôle parce que même 6 ans après, elle me dit et après elle va dire: «Bon, c'est quand même de famille parce qu'on a eu plein, plein de choses». Alors je la laisse parce qu'elle est contente, hein. Mmh. Mais c'est vrai que, pour ma famille, ça a pas enfin, en tout cas, jusqu'à TF1, j'ai pas dit un mot, quoi. Ah non, 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 j'avais très, très peur du jugement. Beaucoup. Et quoi? Et c'est après plusieurs mois du coup de pratique où tu faisais ton activité de ton côté, tu en parlais pas forcément aux gens, jusqu'au moment où tu as pas eu le choix que, bah, voilà, présenter ce que tu faisais à aux gens qui te connaissaient, quoi? Mes amis l'ont bien pris. Mes amis, ceux qui me connaissaient, savaient que j'étais dans ce milieu-là, en fait. Mais en faire mon métier, il y en a qui m'ont dit: «Tu es sûre? Tu es sûre, quoi?» Vraiment, c'était à base de, «On va te prendre pour une folle» et tout ça et toutes mes peurs, bah, forcément, elles s'ouvraient. Elles se disaient: «Oh là là, ils ont peut-être raison et puis si je lâche un CDI, ça va être compliqué. Si ça marche plus, ça fonctionne plus du jour au lendemain». Enfin, toutes les peurs qu'on peut avoir. Puis de toute façon, après, je me suis dit: lâche ces barrières. Si ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est que c'est pas ton chemin de vie d'aider les autres. Bah, pas du tout. Ça a été tout l'inverse. Donc du coup, j'ai tellement, tellement, tellement aidé qu'aujourd'hui, je remercierai jamais assez, de l'autre côté de m'avoir mis sur leur chemin, en fait, à nouveau. C'est vrai que pousser la réflexion un peu à l'extrême, pousser l'ego dans ses retranchements et dire: «OK, beh, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe?» Ça peut aider à dérisquer le pas. Beh, bien sûr. Se dire: «Beh, au pire des cas, ça marche pas, je fais ça pendant 3 mois, je retrouverai autre chose, j'ai Bah, pas trop à j'avais un m'inquiéter». métier. Tu vois, j'avais C'est un ça. métier dans les mains. J'étais comptable en plus, donc j'ai dû laisser le CDI justement parce que j'avais énormément de monde. J'ai commencé pendant le covid moi, donc on était tous confinés chez nous, tu vois? Donc j'ai eu énormément et puis au bout de 3 mois, je pouvais plus avoir 2 boulots en même temps. Donc là, j'ai lâché et j'ai dit: «Bah, j'écoute mon cœur» et j'ai écouté. C'est pour ça que je te dis le cœur, tout ce qu'on fait, il faut le faire avec le cœur, c'est le plus important. Mmh. Quand tu parles de te connecter et de percevoir, des projections futures, une des questions que enfin, un des éléments que je me dis, c'est pour pouvoir percevoir le futur, il faut que d'une certaine manière, il soit déjà tout tracé. Et là, très rapidement, j'ai un peu mon ego qui se crispe et qui me dit: «Non, mais il est où mon c'est quoi la place du libre arbitre dans tout ça?» Comment est-ce que toi, tu comprends aujourd'hui la notion de destinée et de libre arbitre et comment est-ce que les 2 jouent ensemble? Alors pour moi, il y a que 2 choses qui sont inscrites sur la destinée, comme tu dis, c'est sa naissance et sa mort. Le reste, tout est impacté par ton libre arbitre. C'est pas parce que moi, je vois dans une prédiction que les choses que je vois vont arriver, que toi, tu ne peux pas impacter avec ton libre arbitre, tu vois? Ce que je vois. Et tu te dis: «Ah bah non, ce qu'elle m'a dit Sandrine, ça n'arrivera pas. Donc je vais tout faire pour pas que ça arrive». Donc là, ton libre arbitre, il rentre en place, tu vois? Mais pour moi, heu, tout n'est pas écrit. Mais les grandes lignes, oui. C'est-à-dire ton décès, si tu vas te marier, si tu auras des enfants, pour moi, ça c'est écrit. Quoique, des fois, il y a des choses quand même, des fois, je me fais la réflexion sur plein de choses, hein. Je me dis: «Mais pourquoi c'est inscrit sur son âme qu'elle va avoir 3 enfants, mais elle en a toujours pas?» Tu vois? Ça, y a j'évolue aussi en même temps, hein, tu vois? J'essaie de comprendre aussi beaucoup de choses et j'ai pas réponse à tout, malheureusement. Et tant mieux quelque part parce que il y a pas d'élus dans ce qu'on fait. Et ça reste, ça fait en sorte que ça reste fun. Tu continues à Oui et puis découvrir au j'ai quotidien et à apprendre au exactement quotidien et à grandir au et puis quotidien. j'ai surtout envie que, les personnes, c'est pas parce qu'ils consultent
qu'il faut qu'ils écoutent, la direction qu'eux. Alors je sais que s'ils nous consultent, c'est pour avoir des réponses et pour, les aiguiller, mais au contraire, heu, bah, si moi je vois pas une rencontre cette année et bah, fais tout l'inverse, pour pouvoir la rencontrer, si c'est vraiment ce que tu as envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple Donc que je si te je donne, hein. comprends b si je comprends bien, pour toi, c'est on a plusieurs, peut-être lignes du temps, plusieurs, futurs probables qui, dans ta tête, sont très réels, mais on en a quand même plusieurs et c'est les choix qu'on fait dans le présent qui va déterminer quel futur on va expériencer. Exactement, c'est ça. C'est, les petites routes de vie. Voilà, tu prends le choix de soit rester sur le canapé ou soit, volontairement, sortir plus, te donner plus, mais les pensées aussi jouent énormément, tu vois? Dans plein de choses. Ta manière de vivre, impacte, enfin, le libre arbitre, il est trop important. Faut pas se faut pas rester focus sur ce qu'un médium ou un voyant nous dit. Voilà. Par rapport à ça, est-ce que tu as déjà ressenti que peut-être des clientes commencent à devenir accros? Parce que je Eh pense oui, qu'un des risques, quand en eh tout cas oui. quand moi je me suis ouvert à la possibilité que ce genre de choses était possible, mais en fait très rapidement j'imagine on peut tomber dans le risque de se dire: «OK, bon, bah, dès que j'ai une question que je me pose, je vais aller demander la réponse». Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Quelle est pour toi la responsabilité du thérapeute? Est-ce qu'au final, le thérapeute a pas grand-chose à faire parce que l'info, elle vient pas d'au-dessus? Parce que justement, c'est, un peu mettre des bâtons dans les roues de la personne qui vit son expérience. Comment Ah est-ce que non, toi tu vis tout ça? ah non. Notre éthique, c'est de pas laisser, justement la dépendance, en fait. Parce que, par exemple, je te parle pour les contacts défunts, si j'écoute, beaucoup le referaient tous les mois, quoi, tu vois? C'est pas possible, en fait. Déjà, sinon on peut pas faire son deuil. Pour moi, c'est hyper important que le praticien, il arrête la personne, si elle devient accro et dépendante. C'est un peu comme le casino, les jeux d'argent et compagnie. On peut vite tomber dans la dépendance de la réponse et pour se rassurer, parce que je pense que si on est dépendant à la voyante, c'est parce qu'on a besoin d'être rassuré. C'est surtout ça. Parce qu'on vient rassurer, Parce qu'on se quelque fait pas chose en nous, confiance peut-être? voilà, aussi, et moi je leur dis: «Écoutez votre intuition». De toute façon, moi je ne les laisse pas consulter autant. C'est-à-dire que si elle est venue en 2025, elle viendra qu'en 2026. Voilà, si elle a envie. Au moins 1 an. C'est pas toutes les semaines, il faut me prendre des questions. Si je commence à ressentir ça, de toute façon, ça c'est la responsabilité du praticien. Là-dedans, si tu le fais pour l'argent, ça sert à rien, quoi, tu vois? Parce que beaucoup vont laisser aussi, revenir, bah, le client en détresse pour l'argent, tu vois? Mmh. C'est le problème de notre métier aussi. Ouais, c'est encore très tabou la notion d'argent, dans tout ce qui est spirituel. Moi, Eh oui, je suis quand même assez enfin, je viens d'un environnement très traditionnel et je me dis: «Bah, si on rend un service et qu'on aide les gens, c'est normal qu'on soit rémunéré à sa bah, bien juste sûr. valeur pour ça». Donc j'ai aucun problème à ce que les gens soient payés. Je pense qu'il y a quand même une ouverture qui fait que, bah, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces sujets-là et du coup, il y aura peut-être un peu plus cette mentalité d'abondance qui va pouvoir, rentrer dans tout le monde spirituel au sens large, ce qui va pouvoir changer quelques mentalités. Mais c'est vrai que c'est encore probablement un des sujets, sur lesquels on doit Ah encore oui. bouger et monter en Oh maturité. oui, Et faut pas nous particulièrement, j'ai l'impression dans le monde francophone où là, on est encore très, «Non, non, mais» on un paye pas le syndrome de Mère médium, Teresa. ça, fou! Non mais c'est ce que je dis, mais je vais manger de quoi? Si j'en fais mon métier, je me dévoue, à aider, je suis comme tout le monde, hein, il faut bien que je vive. Mmh. Donc à partir de là, moi je dis que, à partir du moment où on prend pas des millions, parce que ça aussi j'en ai vu, hein, j'en ai vu des consultations à 1 000 000 $, c'était voilà, c'est pas dans mon éthique. À partir du moment où, bah, tu es juste, il y a pas de raison que tu sois pas rémunéré en tant que praticien. Surtout que tu donnes du temps à l'autre. C'est comme si tu allais voir un psychologue. Bah, le psychologue, tu vas le régler. Il va te donner son temps, il va t'aider, il va te donner des outils, et ben là, c'est un peu pareil. Hem, Sauf qu'en fait, bah, il y a rien de palpable, il y a rien de visible, donc pourquoi on paierait un service qu'on ne voit pas? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Puis de toute façon, c'est resté marqué, hein, on paye pas le médium, on paye pas le voyant, enfin, c'est comme ça depuis des années. Ça va changer. Je suis optimiste, Oui! Ah oui, ça et va changer. Et ben, ça change déjà. Il y a un nouvel ouais. ère, hein, là-dessus, Mmh. bien sûr. Voilà. Beh, justement, par rapport à ça, tu as mentionné très rapidement au début que tu recevais des visions par rapport au collectif. On a parlé un peu du collectif et peut-être que, bah, les mentalités sont en train de changer petit à petit. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu de ce que tu avais perçu? Pourquoi est-ce que tu l'avais perçu à l'époque, à ton avis? C'était quoi le sens de ce que tu avais perçu?
C'est-à-dire? Et au tout début, quand tu disais que tous commençaient à se réveiller quand tu étais, en Ah! enceinte, tu commençais à recevoir aussi des visions par rapport au collectif. Je serais curieux, d'en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que tu percevais et pourquoi est-ce que tu avais perçu ces visions-là à ce moment-là, à ton avis? Alors te dire pourquoi j'ai reçu toutes ces visions, du monde, je ne sais pas. Je pense que tous les canaux étaient ouverts à ce moment-là. J'ai d'ailleurs, partagé beaucoup de prédictions mondiales qu'on retrouve sur mon compte Insta. Sauf que j'ai décidé d'arrêter parce que je trouve qu'on vit dans un monde déjà très anxiogène et que du coup, la plupart de mes prédictions étaient pas forcément bonnes. Tu vois, par exemple, quand il y a eu, un peu les guerres partout dans le monde, je ne citerai pas des noms parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dans le débat. Heu, Bah, tout ça, je l'avais vu, en fait. Quand il y a des avalanches en hiver, qu'il va y avoir des nombreux morts, j'ai vu. Quand il y a un pont, des ponts qui se cassent la figure, je voyais que des choses de terribles. Donc je me suis dit: «Bah, je vais arrêter de faire des prédictions mondiales, quoi». Parce que c'était à base de, «Est-ce qu'il va y avoir la guerre en France? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va lâcher une bombe?» Tu vois? Ça devenait trop anxiogène et je pense que j'ai coupé un peu, ce canal-là, on va dire. Je peux en avoir si je le souhaite. C'est-à-dire que si je veux avoir des prédictions pour le monde, je pourrais en avoir des informations. Mais je décide moi de aussi de vivre et de pas m'attarder que sur ça parce que sinon, on ne vit plus, quoi. Faut aussi Mmh. vivre sa vie et pas vivre que sur du prédictif, Ouais, tu c'est vrai vois? que c'est un des pièges peut-être, c'est dès qu'on parle de prédiction, on peut vite se mettre dans une posture d'attente de Bah, ce bien qui sûr va venir et passer à côté de sa vie au final. et oui, mais que ça soit pour, ce que moi je peux transmettre pour le monde ou que ça soit dans le privé avec le client. Moi, j'ai pas envie que quelqu'un y vive à travers mes prédictions. Ils doivent vivre pour leur choix à eux, leur intuition, qu'ils s'écoutent. De toute façon, c'est pour ça on vient pour des épreuves et si on a fait le mauvais choix, on a fait le mauvais choix, tu vois? Mais il faut pas à chaque épreuve venir consulter, ça ne sert à rien. C'est un peu où j'en suis aussi dans ma réflexion, c'est je me dis: «OK, bon, même s'il y a moyen de deviner et de savoir pas mal de choses sur son futur», je me dis: «Ça enlève peut-être une partie du fun de l'aventure». C'est comme jouer à un jeu vidéo et savoir exactement ce qui va se passer, quels vont être les challenges et comment je vais réussir chacun des challenges. Bah, j'aurais pas envie de jouer aux jeux vidéo, en fait. Bah Que oui, là, je si me tu dis: connais déjà la réponse, «Bah, voilà». bah oui, si tu connais la réponse déjà à l'avance, tu Peut-être vois? ce qui peut aider, c'est que savoir dans les grandes lignes, tout va bien se passer et je risque rien. Je crois que ça peut rassurer et se dire: Je «OK, pense bon, que ben c'est ça, ouais. je peux Mmh. jouer ma partie, dans un cadre qui est sécure, Ouais. mais après je veux pas avoir toutes les réponses non plus». Mais oui, sinon, bah, il y a pour moi, la vie, elle mérite d'être vécue sans forcément être, sans tout savoir, en fait. Et puis alors, oublie pas que les épreuves de vie, elles nous apportent, beaucoup de choses. Elles nous permet aussi d'évoluer, tu vois? Aussi dans qui on est intérieurement. Donc si on connaît tout à l'avance, ça ne sert à rien. Mmh. Sandrine, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était hyper intéressant. On a couvert pas mal Avec de plaisir. terrain, on a été pas mal dans le détail et dans la spécificité, ce que je trouve hyper intéressant. J'ai 3 Merci à petites toi. questions que je pose à toutes mes interviews sur la fin d'une interview. La première, c'est, qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? D'être en accord avec soi-même. Voilà. Pour moi, on peut, être épanoui quand, on est aligné avec soi-même. Ouais. Super. Et si tu avais un conseil à donner à la Sandrine de 20 ans, lequel serait-il? N'aie plus peur. Vraiment, à la Sandrine de 20 ans, mais vraiment, je pense que je lui dirais: «Fais-toi confiance, tu vas voir, n'aie pas peur». Parfait. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, sur tout ce que tu as partagé ou s'ils veulent, entrer en contact avec toi pour travailler avec toi? OK. Alors par rapport, au contact défunt et tout ce qui est consultation, ils peuvent retrouver, toutes les informations dans ma bio Instagram ou sur mon site internet aussi, www.sandrine-medium.com. C'est partout pareil, sandrine.medium-off sur Instagram, sur Google, sur YouTube, sur partout, c'est le même nom et pareil pour mes livres et mes oracles. Super, je mettrai tout ça en description de la vidéo comme à chaque fois. Avec Sandrine, plaisir. merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir C'est moi partagé tout qui ce te que tu as remercie. partagé aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi en tout cas et merci à eux de nous regarder. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao.
Merci de faire partie de l'aventure. Et si tu sens que quelque chose bouge en toi en ce moment, j'ai créé le Diagnostic.0. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu reçois une lecture personnalisée sur où tu en es, ce qui te freine et ta prochaine étape. Le lien est en description.